limitations sur les pertes, les avaries, les dommages. Là encore, tout est assez balisé dans les contrats types, mais il arrive que les montants ou les limitations soient différentes. Attention, là aussi, je parle par expérience, vous allez beaucoup trouver dans les conditions générales de vente tout ce qui est relatif à des refus marchandises, la gestion des refus, les retours, les relivraisons et tout le Bataclan. Le contrat type est assez sibyllin là-dessus et précise pas grand-chose. C'est rarement traité dans vos cahiers des charges, ce qui est dommage. Et donc, effectivement, derrière, par exemple, les frais de relivraison seront à la charge des donneurs d'ordre. Enfin, là, donc faites attention, hein, vous allez avoir dans les petites conditions générales de vente des petits détails comme ça. C'est relatif en plus à la prestation du transporteur, donc c'est compliqué après d'y résister, quoi. Dans les clauses importantes, il y a évidemment le sujet des réserves. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je crois que oui, certains j'en vois, étaient là hier. On a animé un petit atelier sur le sujet. Le classique, c'est de faire classique, c'est même légal, hein, des constatations écrites et motivées. On a un délai de 3 jours pour le faire. Ça permet de conserver son recours. C'est important de les voir apparaître parce que ça aussi, ça vous prémunit en cas de litige. Le préjudice, ça j'insiste sur ce point-là parce que l'idée, c'est de faire attention à ce qu'il y a dedans et qu'on n'aille pas vous demander d'aller réparer l'intégralité des dommages. En droit français, on a un principe qui est la réparation intégrale, certes, mais on va pas... Enfin, moi, je serais vous, je m'en tiendrai à un préjudice prouvé en lien direct avec l'indemnisation, c'est-à-dire que si on vous impose autre chose, c'est-à-dire que vous allez devoir peut-être vous retrouver à faire face à des frais immatériels, ce qu'on appelle immatériel, ça peut aller chercher très vite, très loin, alors qu'il y a des façons d'encadrer les choses. Les plafonds d'indemnisation, pareil, on en a un petit peu parlé. La question des assurances, c'est évidemment essentiel de s'assurer de qui prend en charge quoi et qu'il y a des attestations de responsabilité civile qui sont fournies. Ensuite, dans les autres clauses importantes, vous avez la question de la facturation. Là, évidemment, c'est aussi un sujet important que connaît bien Jean-Paul. L'histoire de clause des révisions des prix, des variations de gazole, il faut être vigilant là-dessus parce que... Vous avez des clauses gazole là, dans les CGV. Hein. Alors, attention, parce que je rappelle les clauses gazole, il y en a trois possibilités, c'est obligatoire. La première solution, vous avez la vôtre, et dans un contrat de gré à gré, vous la faites accepter par le transporteur, ce qui est évidemment l'idéal. Vous n'en avez pas du tout. Donc le Code des transports renvoie au modèle CNR et au process CNR de clause gazole. Mais évidemment, l'intérêt d'un transporteur, c'est que voilà, il va pouvoir les intégrer éventuellement dans les conditions générales de vente. Et dans ce cas-là, effectivement, on biffe la partie du Code des transports pour que vous vous retrouviez confronté à la clause du transporteur et non plus la vôtre. Il y a également des précisions importantes sur les délais, les modalités de paiement. C'est classiquement envisagé par le Code de commerce, mais là encore, il peut être intéressant de voir ce qui est prévu et s'il n'y a pas des intérêts ou des indemnités forfaitaires qui sont rajoutées par le transporteur. Attention à cette clause. Également sur l'histoire du droit de rétention. Ça, c'est parfois des clauses qu'on retrouve dans les conditions générales et qui peuvent être compliquées et qui lui autorisent en fait de garder la marchandise tant qu'il n'est pas payé. La rupture du contrat, maintenant, c'est aussi assez balisé, mais voir si vous avez, en fonction de l'ancienneté des relations commerciales, vous pouvez avoir des préavis différents qui s'appliquent. Donc, théoriquement, la norme, c'est ce que je mets là, c'est indiqué dans le Code de commerce, mais il peut arriver qu'il y ait des délais différents qui soient prévus. Soyez vigilants là-dessus pour ne pas vous retrouver piégés. C'est important également, surtout quand ça vient en contentieux après, d'avoir des précisions sur la compétence, c'est-à-dire le lieu de juridiction devant lequel on devra se retrouver si ça part en litige, parce que sinon, il peut y avoir des débats sur le sujet. Théoriquement, on est plutôt en fonction du siège social de l'entreprise, mais regardez bien là aussi qu'il n'y ait pas autre chose qui soit indiqué. Et la prescription, bon, ça c'est classique, délai de 1 an en transport, avec un délai de 5 ans pour tout ce qui est entreposage ou autre, sauf si vous avez des prestations qui sont rattachées au contrat de transport, et habituellement la jurisprudence considère qu'on est dans un délai d'1 an. Voilà. Maintenant, l'autre sujet que je pense est plus pratique pour vous, c'est la question de l'opposabilité. L'opposabilité, c'est quoi en 2 mots? C'est la faculté qu'aurait le transporteur de vous opposer ces conditions générales et de vous les imposer presque parfois.
là encore, pendant quelques années, et même plusieurs années, il y a eu beaucoup de jurisprudence sur le sujet, et donc on naviguait un petit peu à vue. Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a un article, l'article 1119 du Code civil, qui, comme je vous le disais, remonte maintenant à 2016. C'est là où il y en a eu une grande réforme du droit civil, et qui indique qu'il y a 2 conditions. Et ça, vraiment, je pense que s'il y a une chose à retenir de cette formation, c'est ça, connaissance et acceptation. C'est-à-dire que les conditions générales n'ont d'effet à votre égard que si elles ont été, d'une part, portées à votre connaissance, et d'autre part, si vous les avez acceptées. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, connaissance, acceptation, on parle de quoi, comment ? C'est un peu l'objet de la suite. La connaissance, première étape, et pareil, pour moi c'est très important, il n'y a pas de présomption d'accord, il n'y a pas de présomption de connaissance. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire, bah si vous saviez, c'est évident. Non, ça se prouve. Et il appartient à qui de le prouver ? C'est à celui qui réclame leur application. Donc très concrètement, si le transporteur vous dit « moi j'ai des conditions générales et je te les oppose », très bien, bah, explique-moi à quel moment est-ce que tu me les as transmises et à quel moment est-ce que je les ai acceptées. Et ensuite, on en vient à la question qui est très épineuse, ou en tout cas pour nous, quand on est devant le juge, c'est vraiment tout ce qu'on va regarder, tous ces faisceaux d'indices, tous ces éléments dans votre relation contractuelle. Comment est-ce qu'on le prouve ? Le mieux, le nec plus ultra pour nous, c'est d'avoir évidemment ces conditions générales, alors évidemment toujours en tout petit, mais évidemment si elles sont apparentes, lisibles, c'est le mieux. Si elles sont sur une feuille séparée également et pas au verso d'une facture ou d'un devis, c'est mieux. Et surtout, d'avoir la... Encore une fois, j'insiste sur cette question, la question de la preuve, le support écrit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous contenter de dire bah, si, bon, on bosse ensemble depuis 20 ans, il les connaît par cœur. À un moment, le juge, moi j'en ai eu pas mal des cas sur le sujet, il nous interroge, il nous dit ok, ils bossent ensemble depuis 20 ans, mais à quel moment précis est-ce qu'il y a eu un mail, est-ce qu'il y a eu un courrier qui lui a transmis ces conditions générales ? Et donc là, c'est aussi une précaution ou une alerte qu'il faut avoir en tête. Essayez de garder au maximum la traçabilité de tous vos échanges et tous vos documents, parce que nous, ensuite, quand on a des litiges, c'est ce qu'on va aller fouiller. On les regarde au millimètre, les emails et les lettres, et c'est très important de les avoir sous la main. Alors parfois, il y a d'autres éléments qui effectivement rentrent en compte de jeu sur cette histoire de la connaissance. On en parlait, le fait d'être adhérent à une organisation professionnelle. C'est sûr que vous êtes adhérent à l'association TLF ou l'Union du levage, c'est des sujets nous qu'on connaît pas mal. On va vous dire, vous pouviez pas les ignorer. Donc il faut faire attention aussi. Cette spécificité, cette qualité d'adhérent, elle peut être prise en compte par le juge. La question de la relation d'affaires suivie, de l'ancienneté des relations d'affaires, effectivement, ça rentre également en compte dans l'esprit du juge. Il y a une présomption de la connaissance, vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas, mais notre rôle à nous dans ces cas-là, c'est d'insister en disant oui, peut-être ils ont bossé ensemble depuis 20 ans, mais encore une fois, on n'arrive pas à remonter à quel moment précis est-ce qu'on lui a transmis, surtout qu'on sait très bien comment ça se passe. Quand on bosse ensemble depuis 10 ans, les choses évoluent, les conditions générales évoluent, et celles qui étaient applicables en 2005 ne sont pas forcément les mêmes qu'en 2015. Donc première étape, la connaissance. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'emails que vous pourriez recevoir pour accompagner ces CGV. Nous tenons à vous joindre à votre facture un rappel de nos conditions générales de vente. C'est sûr que quand vous avez ce genre de courrier qui est produit en face, nous, ensuite, on a du mal à dire que vous ne connaissiez pas ces conditions générales. La deuxième partie du raisonnement, donc, ça porte sur l'acceptation. L'acceptation, là, j'insiste parce que ça peut paraître un peu enfoncer des portes ouvertes ou un peu idiot, mais c'est primordial. Il faut que l'acceptation, elle se fasse avant la commande. C'est-à-dire que si vous avez une acceptation qui est postérieure, on ne va pas pouvoir vous opposer ces conditions. Comment est-ce qu'elle se matérialise, l'acceptation ? Là encore, tout est une question de preuve. S'il y a une signature des CGV, évidemment, ça va être compliqué d'expliquer que vous ne les connaissiez pas. Parfois, vous avez des petites cases qui sont bien fichues, avec un système de renvoi où on vous dit « Je déclare avoir pris connaissance, accepté les conditions générales figurant sur chaque face ». Bon, vous la cochez, vous la signez. Là encore, la condition générale,
les conditions générales vous sont opposables. Souvent aussi, il est fait référence aux conditions générales dans plusieurs documents commerciaux, devis, bons de livraison, les contrats, les factures. Est-ce que pour autant, ça vaut acceptation ? Ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, le faisceau d'indices. Oui, vous l'avez connu, vous le voyez passer, mais est-ce qu'à un moment T, vous avez accepté ? Ça peut être une signature, mais ça peut être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein, un email. Je déclare ou je vous confirme accepter ces conditions générales de vente. Mais par rapport à votre situation, c'est sûr que l'idée, c'est de se dire, en fait, tant que vous ne les acceptez pas et que vous, en face, ils ne sont pas capables de vous apporter la preuve que vous les connaissez, pour moi, elles ne vous sont pas opposables. Ou en tout cas, elles sont contestables. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est vraiment une arme dans vos discussions et dans vos échanges. Cet article 1119, il est vraiment important là-dessus. Et quelle est la sanction ? Eh bien, si elles ne sont pas opposables, si elles ne sont pas signées, évidemment, elles ne sont pas opposables, et donc elles ne sont pas applicables. Ça, c'est des exemples qu'on retrouve classiquement en bas de chaque facture. Une fois accepté, signé et renvoyé, le devis fait office sous réserve des dispositions. La signature vaut acceptation. Bon, là, on sent qu'on vous verrouille un peu. Donc, faites attention à ces mentions. Il arrive aussi parfois qu'il y ait des incompatibilités. Il va falloir qu'on accélère parce que voilà. Pardon. Voilà. L'incompatibilité, c'est très classique. Quand il y a des discordances, les clauses qui sont incompatibles, elles sont déclarées nulles. Et quand vous avez des incompatibilités entre des conditions particulières et des conditions générales, c'est les conditions particulières qui l'emportent. Donc ça veut dire que si c'est un contrat avec un transporteur, c'est le contrat avec le transporteur qui prime sur les conditions générales de vente du transporteur, c'est ça ? Ouais. Voilà. Alors ça c'est une clause, et on finit là-dessus, c'est une clause importante, c'est-à-dire que, alors on en a parlé avant, quand moi j'accompagne des entreprises pour faire des cahiers des charges, parce que j'arrête Top Transport, mais je continue quand même à bosser, hein, je vous rassure. Ce que je mets souvent en première page, c'est quand vous faites un contrat de transport ou un cahier des charges, vous dites effectivement, dans le cadre de ce présent contrat, on exclut les conditions générales de vente du transporteur. Ça permet effectivement, comme c'est un contrat spécifique particulier qui est un peu au-dessus des conditions générales de vente, ça permet, alors, plus compliqué que ça, c'est pas facile, mais déjà, c'est une première grosse protection. Vous allez déjà vous sortez un parapluie qui est important. C'est juste de mettre que vous excluez. Et à ma grande surprise, honnêtement, depuis une dizaine d'années que je fais les cahiers des charges, il y a eu très très peu de transporteurs qui contestent curieusement ce type de clause, y compris les transporteurs de taille importante. Les seuls qui excluent et qui le regardent, c'est les messagers. Alors ça, eux, ils regardent et disent non, mais ça, on n'en veut pas. C'est nos conditions générales parce qu'il y a, en plus, on l'a pas dit, mais dans les messagers, il y a les RPV, les rapports poids volume, les machins et tout le Bataclan. Et à part les grands messagers qu'on citera pas, mais la plupart du temps, les transporteurs acceptent l'exclusion des conditions générales de vente dans les contrats spécifiques. D'une façon, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire en sorte que la clause particulière. Oui. En tout cas, merci pour ceux qui ont rendez-vous derrière. Ciao, bonne continuation à vous. Voilà. Merci.